Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Vouloir tout prévoir, c'est s'empêcher d'avoir de la chance. Vouloir tout contrôler, c'est limiter la capacité de la dynamique de chance à se mettre en place. Bonjour et bienvenue sur ce 7e épisode avec Philippe Gabillier, notre illustre professeur de l'ESC Paris et auteur conférencier, notamment de l'éloge de la chance, l'éloge de l'optimisme et l'éloge de l'audace. Aujourd'hui, avec Philippe, nous allons parler de la chance, de la réussite dans la vie et de l'intensité à mettre dans sa vie. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouvel épisode. Philippe, tu as écrit l'éloge de la chance. Est-ce que tu penses qu'il faut de la chance pour réussir dans la vie? Disons que tous les gens qui ont réussi, en tout cas, à un moment ou à un autre de leur vie, ont rencontré des opportunités inattendues, sous la forme d'une rencontre qui n'était pas prévue, d'une information qui est tombée à pic, d'un accident qui s'est révélé être malheureux au départ, qui a eu des avantages décalés derrière, un événement fortuit qui s'est passé loin d'eux, et puis qui, par des effets de papillon, comme on dit, leur a ouvert des possibilités là où ils étaient. Donc voilà, en tout cas, dans tout processus de réussite, il y a de l'inattendu qu'on a su utiliser. Voilà. Donc c'est ça l'enseignement. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui gâchent leur chance? Vouloir tout prévoir, c'est s'empêcher d'avoir de la chance. Vouloir tout contrôler, c'est limiter la capacité de la dynamique de chance à se mettre en place. Puisque dans le fond, la chance en tant que telle, c'est quoi? C'est un événement fortuit, donc qui était hors contrôle, tu vois. Et cet événement fortuit vient influencer positivement le cours de ma vie. Bon, alors soit c'est du hasard, soit c'est de l'action décalée. C'est-à-dire que ce que j'appelle aujourd'hui, moi, le hasard, est en fait le fruit d'un certain nombre d'actions que j'ai menées avant. Ça pourrait être ça aussi. Quelle différence tu fais entre chance et hasard? La chance, c'est jamais le hasard. La chance, ça va être le hasard saisi. Le hasard saisi au vol. Et la vraie question, d'ailleurs, c'est pas la chance, franchement, dans la réussite. La vraie question, c'est la malchance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que certaines personnes collectionnent les revers? Personne leur demande jamais rien. Ils sont jamais mis sur des bons coups. Ils trouvent jamais l'info qu'il faut, dont ils ont besoin. Donc là, d'ailleurs, pour les travailleurs sociaux, la malchance sociale est davantage un sujet que la chance sociale. La chance sociale, ça intéresse essentiellement les gens qui gèrent le haut potentiel, les talents, etc. Tu vois. En revanche, la malchance sociale, il y a d'ailleurs un excellent livre de Pierre Manoni, qui porte ce titre, nous explique comment des gens en grande difficulté, sans s'en rendre compte, rentrent dans des boucles de malchance, dans des cycles comme ça, toxiques, tu vois, de non-opportunité. Donc ça pourrait laisser penser qu'on a une responsabilité dans la chance ou la malchance qu'on a? Oui, puisque de toute façon, il y a un certain nombre de choses qui nous sont imputables, tu vois. Même si tu tombes sur un billet de loto ou un billet de 500 € qui a été dans la rue, ça, c'est le hasard, tu vois. En revanche, si tu ne te baisses pas pour le ramasser, il ne se passera rien. Bien sûr, on peut se dire, comment ça, mais tout le monde va se baisser pour le ramasser. Mais pas du tout. Il y aura peut-être 10% des gens qui ne vont pas se baisser parce que, non, il doit être faux. Non, il doit être faux, c'est pas possible. Non, puis en plus, je trouve ce truc-là, je le ramasse, qu'est-ce que je fais? Oh, si je dois le ramener au commissariat, ça me pose des problèmes. Si je le garde, on risque de m'accuser d'eux. Et il y a des tas de raisons de ne pas ramasser ce billet de 500 €. Et quand tu disais anticiper, c'est aussi se fermer des portes à la surprise, à l'inattendu. On ne se laisse pas l'opportunité de la chance.
on pourrait aussi se dire que pendant qu'on essaie de tout contrôler, tout anticiper, finalement, on utilise de l'énergie inutilement. Anticiper, c'est finalement imaginer que les pires choses puissent arriver pour essayer de les prévoir et de les contrecarrer, et utiliser beaucoup de temps et d'énergie qui pourraient être utilisés pour créer peut-être des opportunités, non? Ah, tu as raison, si quelqu'un vivait uniquement en mode scénario de crise, ça, c'est ce qui arriverait effectivement. Mais là, on n'en est pas là. L'anticipation, c'est aussi, ça peut être beaucoup plus neutre que ça, hein, l'anticipation. C'est se dire, dans mon système de vie actuel, quels sont les facteurs qui sont le plus à même de peser dans des schémas futurs, et quels sont ceux que je peux un peu surveiller, et ceux sur lesquels j'ai des marges d'action. L'anticipation, c'est pas uniquement des scénarios de crise, hein. Et surtout, le scénario en anticipation devient dangereux quand on le confond avec une prédiction. Faire un scénario, c'est un processus imaginaire qui me fait explorer des possibles. Mais si je commence à me dire, oui, mais de tous les scénarios, c'est lequel qui va se réaliser, alors là, je suis en train de partir en vrille. Et pour toi, Philippe, ça veut dire quoi, réussir sa vie? Moi, je pense que réussir sa vie, ça a un lien effectivement avec, je ne sais plus qui donnait cette définition du bonheur. Il disait le bonheur, ça mesure le niveau de joie que nous procure la vie qu'on a. Et la joie au sens de Spinoza, tu vois. Spinoza dit bien, il dit que l'amour, en fait, est un sentiment de joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Donc pour Spinoza, l'amour, c'est se réjouir de l'existence de. Donc dès l'instant où c'est un ressenti, je me réjouis plutôt globalement de l'existence que j'ai donc dans son ensemble, les gens qui sont autour de moi, mes amis, mon travail, etc. Plus je me réjouis de l'existence du monde extérieur avec moi dedans, plus je suis heureux. Et là, on peut considérer que, en tout cas, le processus de réussite a été engagé, mais ça peut venir tard, hein. Tu as des gens, en fait, ils vont réussir leur vie, c'est peut-être les derniers mois de leur vie qui auront donné un sens à tout le reste. Parce ils auront défendu une cause. Et de même que le ratage de vie, c'est plutôt un gâchis. C'est un sentiment de ne pas avoir fait ce que j'aurais voulu faire, d'avoir trop fait des choses sans intérêt, etc. Il y avait une infirmière en soins palliatifs, c'est elle qui a écrit le livre sur les 5 regrets des personnes en fin de vie. Voilà, qui te disent toujours, j'aurais dû dire plus aux gens que je les aimais, j'aurais davantage dû faire des choses qui me plaisaient, j'aurais dû travailler moins, et ainsi de suite, tu vois. Voilà, c'est plutôt autour de ça, moi, je pense qu'on peut réfléchir, en tout cas. Bronnie Ware. Bronnie Ware, absolument. Extraordinaire ouvrage. euh, les 5 regrets des personnes en fin de vie, c'est formidable. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas plus plombant que ça, hein, au contraire, ça nous réveille un peu. Ça me fait penser à une des questions que j'ai eues il y a 20 ans, à un entretien de recrutement, et je pense que je me rappellerai toute ma vie. Un de mes premiers entretiens, et je n'avais pas encore commencé à travailler. Et la question, c'était, au moment de votre mort, qu'est-ce qui vous fera dire que vous avez eu une belle vie? Et j'avoue que quand tu as 22 ans et qu'on te pose cette Oui. question-là en recrutement et que tu n'as jamais imaginé cette question-là, déjà même pour toi, c'est vrai que c'est une question fondamentale, saisissante, que j'ai gardée en tête depuis. Et je me rappelle très bien la réponse que j'ai pu donner. J'ai exprimé le fait que je voulais me poser régulièrement la question, est-ce que je fais les bons choix pour moi, pour être sûre de regretter le moins possible. Oui, voilà, ça peut tout à fait être ça. Il faut, à un moment donné, il faut peut-être aussi réintégrer les autres dedans. Voilà. Parce que c'est à la fois les choix pour moi et pour les autres, parce que parfois, tu vois, quand tu es dans une vie collective, là, ben, voilà, il faut aussi s'interroger sur les choix qu'on a fait pour les autres. Probablement qu'à 22 ans, je n'avais pas encore complètement cette dimension-là, quoique, puisque finalement, je viens de faire 20 ans dans le secteur public. Donc, il doit y avoir un peu de ça quand même. Non, mais tu as raison, hein. C'est vrai que dans le fond, au lieu de se dire qui va être plombant face au choix, c'est de se dire, en faisant ces choix-là, à quoi j'ai renoncé. Alors que je pense qu'il faut mieux se dire, en faisant ces choix-là, qu'est-ce que j'ai préféré. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que choisir, c'est renoncer, c'est pas faux, mais ça se discute, c'est pas très enthousiaste. Dire, avant, choisir, c'est préférer, je trouve que c'est beaucoup plus vivace comme approche. Alors, pour conclure cet épisode, Philippe, je vais te poser une dernière question et ça va être un peu une question fondamentale
et j'attends de ta part une réponse assez directe. Comment, selon toi, les optimistes peuvent changer le monde? Les optimistes, de toute façon, ne peuvent changer le monde que en étant des passeurs de quelque chose. Mais non pas des passeurs de choses qui sont extérieures, mais en aidant les autres à être des passeurs de choses qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, les optimistes peuvent changer le monde parce qu'ils sont porteurs d'un regard sur le monde qui est un regard des possibles, qui est un regard d'action, qui est un regard où les choses qui sont bien sont de toute façon ont plus de valeur que les choses qui vont mal. Donc, c'est en ce sens, en fait, que les optimistes peuvent changer le monde, c'est que ce sont des optimisateurs de réalité. Alors, d'abord pour eux-mêmes, et quand ils arrivent à devenir des transmetteurs de cette optimisation de réalité, ils vont faire partie de cette catégorie de gens qui, comme on dit, donnent envie aux autres de changer. Et donc, dès l'instant où je donne envie aux autres de changer, montrant tout ce qu'il y a derrière, on peut considérer que avec ça, je vais faire ma part, en tout cas, par rapport au changement du monde. C'est faire sa part de colibri, alors. Oh, tiens, on pourrait dire ça, pourquoi pas, tout à fait. Alors, tout à l'heure, j'ai un peu écourté le nom du livre que tu as écrit, qui est L'éloge de l'audace et de la vie romanesque. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu mets derrière la vie romanesque? L'idée de la vie romanesque, c'était une notion que j'avais trouvée, moi, à l'époque, chez Pascal Bruckner, et qui était l'idée que le monde romanesque est un monde qui se situe justement à côté du monde réel, mais on peut mettre du romanesque dans sa vie, c'est aller justement vers de l'intensité, vers des rencontres intenses, vers des expériences. Pour moi, la vie romanesque, en fait, j'avais trouvé une définition qui était une vie romanesque est une vie qui méritera d'être racontée par celui qui l'a vécue. Voilà. Donc, ce qui est romanesque, c'est à la fois les événements, mais c'est aussi le regard de celui ou de celle qui l'a vécu, puisqu'il fera de son itinéraire de vie, parfois aussi banal soit-il, quelque chose qui vaille la peine d'être raconté, qui sera intéressant. C'est ça l'idée. Voici la fin de notre 7e épisode avec Philippe Gabillier. Je suis sûre qu'avec ce 7e épisode, vous êtes aujourd'hui mieux armés pour profiter au maximum de votre vie et pour créer votre chance. J'ai très hâte de vous faire écouter le 8e épisode où Philippe se prête à mon jeu le Tip Top, un jeu de questions-réponses les plus personnelles. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.